Mardi 9 avril 2019, bonjour à tous, je fais une vidéo pour vous présenter les livres que j'ai lus ces dernières semaines et les quelques films aussi que j'ai pu voir ces dernières semaines. Alors je commence par le livre de Christophe Guilluy, No Society, La fin de la classe moyenne occidentale. C'est un livre de sociologie qui nous montre que les Français sont dépossédés de leur propre pays, mais d'une manière, disons, avec l'œil d'un sociologue. Les angles sont bien arrondis, les choses sont assez aseptisées, mais ça va dans le bon sens. C'est un livre que vous pouvez offrir à un ami, à quelqu'un de votre famille qui n'aurait pas des idées patriotes, et qui va pouvoir l'orienter tranquillement du bon côté. Donc évidemment, on ne va pas au bout des choses. C'est édité chez Flammarion, donc il faut y aller doucement. Christophe Guilluy ne va pas au bout des choses, mais ça va vraiment dans le bon sens et ça permet, si vous voulez, de faire un cadeau. Ça se lit très bien, c'est facile à lire, c'est très intéressant, en orientant l'opinion de la personne à qui vous allez l'offrir sans y avoir l'air. Bon, je vous lis là, les exemples que je vais vous donner ne reflètent pas l'ensemble du livre, évidemment, qui, je le répète, est un livre de sociologie, mais il est bien obligé quand même de parler de la propagande, et moi la propagande c'est un petit peu mon domaine, dans tous mes livres je parle de la propagande notamment cinématographique, la propagande à travers les livres, et là il en parle un petit peu, alors ça m'a intéressé parce qu'il y a peu de gens qui en parlent, mais il constate, Christophe Guilluy, voilà, repliée derrière ses remparts, la nouvelle bourgeoisie, celle qui n'a de cesse de promouvoir le vivre ensemble, s'est séparée du monde d'en bas. Donc, il constate ce fait évident pour tous les gens comme nous, pour tous les patriotes, que les gens qui nous dirigent, ces élites mondialisées, dans tout le monde occidental, et notamment en France, font la promotion du vivre ensemble. Oui, je sais bien, on le répète partout dans les médias, mais il y a des gens qui ne le voient pas. Il y a encore des gens, je pense à ces abrutis de gauchistes, qui pensent que l'État français est un État raciste. Ils dénoncent le racisme d'État. Les antifascistes, les Black Blocs, enfin Black Blocs c'est autre chose, mais les gens de gauche, d'extrême gauche, de la France insoumise notamment, dénoncent le racisme d'État. Vous imaginez? L'État français ne cesse de faire la promotion du vivre ensemble, de la diversité, et eux, ils considèrent que c'est raciste. Ils vivraient au milieu des Zoulous, ils considéreraient encore que l'État français est un État suprémaciste blanc, vous voyez. C'est pour vous dire à quel point ils sont aveugles. Mais le gauchisme, on le sait, est une maladie de l'esprit. Alors Christophe Guilluy, lui, n'est pas un malade de l'esprit. Ça va pas assez loin, certes, mais c'est un très très bon début. Voilà, promotrice du sans-frontiérisme, les classes supérieures sont donc aujourd'hui tentées par la frontière qui pourrait délimiter et protéger leurs riches petits fortins. Vous voyez que ça va dans le bon sens. Bon, je ne vais pas tout vous citer, il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Je ne vais pas tout vous citer. Je vous prends encore cet exemple. Manipulant jusqu'à la nausée l'antiracisme et l'antifascisme, la classe dominante se sert aussi du chantage à la guerre civile pour imposer les limites du débat public, le vivre ensemble ou la guerre. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens. Christophe Guilluy cite aussi un film, il cite le film de Ken Loach, sorti en 2016, Moi, Daniel Blake. Je cite, montrait comment un chômeur de 59 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque, était maltraité par les services sociaux britanniques. Alors il se trouve que ce film de Daniel Blake, de Ken Loach, a été récompensé en 2016, et je crois qu'il a reçu la Palme d'Or. Palme d'Or, donc au Festival de Cannes. Et c'est bien naturel, parce que bon, que ce soit un film social, c'est bien, c'est toujours bien vu, mais c'est aussi un film qui est politiquement correct. Dans ce film, le voisin de ce Daniel Blake est un noir très sympathique. Il y a beaucoup de noirs qui sont très sympathiques, évidemment, mais ça renforce quand même l'aspect politiquement correct du film, et disons, ça le fait s'approcher davantage des récompenses, des prix cinématographiques. Et dans ce film aussi, il y a une femme qui a un enfant métis. Tout ça, ça participe de ce même courant de pensée cosmopolite qui fait qu'on essaie de nous imposer cette société multiculturelle.
Alors il y a des gens qui pourraient se dire, mais non, le cinéma reflète la société. Les cinéastes, après tout, ne prennent leurs idées que dans l'observation de la société telle qu'elle est. Je peux vous dire, je peux vous affirmer que c'est prendre le problème à l'envers. C'est que quand on voit par exemple le nombre de films aujourd'hui qui sortent où il y a un personnage homosexuel, on voit bien que ce n'est pas naturel. Le nombre de films qui sortent aujourd'hui, on nous parle de transgenres, de transsexuels, c'est pas naturel. Les transsexuels en France, je crois qu'il y en a moins d'une centaine, ils ont une place disproportionnée dans le cinéma et dans les débats publics. Donc ce sont des gens qui veulent nous imposer cette tolérance à l'égard des immigrés, à l'égard de tout en fait. Je le dis, je le répète, hein, je l'ai répété de très nombreuses fois dans les livres et dans mes vidéos. L'objectif, c'est de parvenir à un monde parfait pour les cosmopolites. Un monde où il n'y aura plus de guerre, plus de conflits, ni entre les classes sociales, ni entre les races, ni entre les religions, ni entre les sexes, ni entre rien. Bon, entre les classes sociales, c'était le marxisme. Hein. Entre les religions, les races, les nations, ma foi, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et puis depuis quelque temps maintenant, on nous le dit, on nous le répète, qu'il ne doit plus y avoir de discrimination dans le genre. Donc les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes, on peut devenir femme ou devenir homme à son choix. Les hommes peuvent enfanter des enfants aussi. Enfin, j'imagine que voilà, on fait part de tout cela. Et afin d'éliminer tous ces conflits, il faut détruire toutes les différences. Donc on est c'est ça le cosmopolitisme. Pour parvenir à un monde parfait, et puis là, comme vous le savez, comme mes lecteurs le savent, le Messie pourra venir. Donc Daniel Blake de Ken Loach a été primé, mais c'est bien normal, puisque c'est un film qui va dans ce sens-là. Et si vous regardez bien, je prends par exemple les Oscars 2019 du meilleur film, pour Bohemian Rhapsody, c'est sur la vie de Freddie Mercury. C'est un très beau film, évidemment, une fois de plus. Mais Freddie Mercury était homosexuel, très homosexuel, on va dire, et ma foi, les choses sont montrées sous un angle assez favorable, pas complaisant, mais favorable, puisque Freddie Mercury, en l'occurrence, était un personnage hors du commun, mais par le biais de ce film, on popularise l'homosexualité. Meilleur film 2019 aussi, donc Sur les routes du Sud, Green Book sur les routes du Sud. C'est l'histoire d'un Italien qui travaille un petit peu avec la mafia, on va dire, qui se fait virer de son boulot de réceptionniste, de videur de boîte de nuit, et qui trouve à s'embaucher pour le compte de quelqu'un de formidable, qui est un noir. On est aux États-Unis en 1962, et ce noir qui est un musicien, un grand pianiste, va l'embaucher en tant que chauffeur et garde du corps sur les routes du sud des États-Unis. Alors il l'a fait exprès, il veut justement montrer qu'il y a une discrimination à l'égard des Noirs aux États-Unis, etc. Donc il leur arrive plein de péripéties. Évidemment, le Noir se fait frapper dans un bar, où il va tout seul, dans un bar du sud des États-Unis, l'autre vient à son secours. Enfin, il y a plein de scènes comme ça qui sont des scènes clichés. Le film, forcément, a été récompensé, parce que là encore, ça va dans le sens du politiquement correct. Je ne fais pas l'apologie de la discrimination, je ne fais pas l'apologie de l'esclavage. Je dis juste que ça va dans le sens du politiquement correct, et que les cinéastes ont bien compris que s'ils voulaient être oscarisés, césarisés, palme d'orisés, si je puis dire, eh bien, il fallait qu'ils fassent des films dans ce genre. Il se trouve que le noir est homosexuel. Évidemment, à la fin, il devient très ami avec le blanc, qui l'invite à passer Noël en famille. Le blanc, qui était très raciste au départ, devient antiraciste. Donc, c'est encore une fois de plus l'apologie de la société multiculturelle, de la tolérance, en l'occurrence à l'égard de l'homosexualité. 2018, Oscar 2018, c'était La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Là encore, c'est un film qui participe de ce grand mouvement de pensée cosmopolite. On est en 1950 et quelques aux États-Unis. Les services américains ont découvert une créature bizarre, aquatique, je crois en Amazonie. Ils essayent de la dompter, de savoir quels secrets ils pourraient y découvrir pour faire face à l'Union soviétique. Le responsable des services américains qui s'occupe de cette créature est un blanc brutal, hétérosexuel, brutal, sadique, salaud. Il torture cette pauvre bête, qui va être sauvée par une femme de ménage muette, je crois, sa copine qui est noire, et puis son voisin homosexuel. Donc là encore, on a cette idée que toutes ces minorités qui représentent le bien, vont mettre à bas la société machiste, hétérosexuelle et raciste, blanche, pour faire triompher le bien. À la fin, la femme de ménage muette va
va épouser, si je puis dire, cette bête aquatique en partant dans l'eau avec elle. Donc, toujours le même truc. J'ai un autre film primé en 2018, Les Heures sombres, sur la vie de Winston Churchill, grand démocrate s'il en est. Les panneaux de la vengeance pour meilleur Oscar, enfin pour Oscar pour la meilleure actrice, je crois que c'était Frances McDormand. Les panneaux de la vengeance, c'est un film ultra féministe. Et là encore, on a donc c'est une femme qui veut se venger d'avoir été violée. Je crois que c'est elle ou sa fille, parce que j'ai vu il y a longtemps, d'avoir été violée par un salaud dont les flics locaux, on est dans une petite ville des États-Unis, n'ont pas retrouvé le coupable. Elle va louer 3 grands panneaux immenses publicitaires au milieu de la campagne, au milieu de rien du tout, pour dénoncer les flics et dénoncer leur accointance avec les violeurs locaux, si on peut dire. Donc un film très féministe, le blanc joue encore le salaud de service, le gentil commissaire de police est joué par un noir, ça c'est très fréquent dans les films américains. Donc vous voyez ce que je veux dire? Alors à la fin, c'est pas complètement manichéen, hein. Le méchant flic blanc, le salaud, l'ordure, le raciste, va finalement comprendre le problème et changer d'idée, il va devenir un adepte de la tolérance, on va dire, mais il y a toujours le salaud de comte blanc qui a violé effectivement la fille, ou Frances McDormand elle-même, là, enfin dans le film en tout cas, et évidemment joué par un salaud de blanc, très raciste. Alors on a aussi primé à Cannes en 2018 Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, donc c'est un noir qui infiltre le clan, et en tout cas au téléphone. Et ensuite, c'est un autre acteur blanc dans le film qui infiltre réellement le Ku Klux Klan de l'époque. On est en 1950 ou 60 aux États-Unis. Même topo, ça va toujours dans le sens du politiquement correct. C'est une ode à la tolérance, à la société multiculturelle, et une dénonciation grossière, disons, des hommes blancs conscients d'eux-mêmes. Je suis désolé, mais nous aussi, on a le droit de vivre, hein. Nous, les hommes blancs. Désolé d'être là, désolé de vous déranger. Donc, 2017, Moonlight, primé Oscarisé en 2017, c'est un film sur l'homosexualité. Alors je ne l'ai pas vu, mais homosexualité chez les Noirs, ça change un petit peu, mais c'est quand même de l'homosexualité. On a La La Land, qui c'est une ode à la société multiculturelle, sur fond de musique de jazz. Bon, moi j'aime bien le jazz, mais je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer. Manchester by the Sea, je crois qu'il n'y avait pas de message politique derrière. C'est assez rare, mais il faut le souligner. Il y a quelques films primés dans lesquels il n'y a pas de message politique. Et à Cannes, le film qui a été palme d'orisé, c'était The Square. Alors je ne l'ai pas vu, mais il y a aussi 120 battements par minute, qui est encore un film sur l'homosexualité. Dites-moi, c'est normal d'avoir tous ces films sur l'homosexualité? C'est quand même pas normal. Vous voyez bien que les cinéastes ont compris que s'ils voulaient être récompensés, il fallait faire un film qui aille dans le sens du vent. 2016, Spotlight, un film qui dénonce la pédophilie dans l'Église. C'est toujours l'Église, hein, c'est toujours les prêtres qui sont responsables de ce genre de choses. Moi, j'ai montré que la pédophilie était beaucoup plus importante dans les communautés juives, et notamment les communautés juives hassidiques. J'en ai beaucoup parlé dans les livres. Je vous rappelle que j'ai été condamné à 12 mois de prison ferme pour une vidéo que j'ai faite dénonçant l'inceste, notamment chez les juifs, à travers des témoignages de juifs eux-mêmes. Hein. Je n'ai rien à ajouter de plus. J'ai été condamné à 12 mois de prison ferme l'année dernière, je crois, mais ça va tomber tôt ou tard. Hein. Je vais faire appel, etc., etc. Mais ça tombera. Je serai condamné pour cela. Je rappelle qu'il y a un film qui vient de sortir de Yolande Zoberman, précisément sur la pédocriminalité et l'inceste dans les communautés juives hassidiques à Bnei Brak, dans une banlieue de Jérusalem, je crois. Je suis allé voir ce film il y a 2 semaines. Le film s'intitule M comme Menahem, et on a un type qui dit que oui, il était un porno kid, là, enfin vraiment un enfant qui était considéré comme un esclave sexuel par les rabbins. Il décide finalement 15 ans après de retourner dans sa communauté, à Bnei Brak, chez les juifs hassidiques, donc en Israël, et il se rend compte que tous les gens qui l'abordent, il y en a 4 ou 5, disent assez rapidement, eux aussi avouent avoir été violés par des rabbins, voire même par leur père. Ils excusent leur père en laissant entendre que peut-être que lui-même, leur père avait été lui-même violé par son propre père. C'est exactement ce que je dis, ce que j'ai vu.
à travers mes ouvrages. Voilà, donc merci Yolande Zoberman, une cinéaste israélienne, merci de l'avoir dit. J'en profite pour lancer un appel. Si vous voulez venir témoigner pour moi à mon procès, ça sera bien volontiers, parce que je n'ai rien ajouté, je n'ai rien eu à ajouter en plus. Moi j'ai travaillé uniquement à travers les livres, à travers les témoignages que je voyais. J'ai compris le concept d'inversion accusatoire, j'ai compris tout ce langage, toutes ces paraphrases, toutes ces ellipses qui permettent à un écrivain juif comme, je sais pas, comme il s'appelle Zinger, la Bajelis Zinger, qui parle beaucoup de ce sujet, mais en le projetant par exemple sur une famille de chrétiens, ou alors il en parle assez ouvertement dans d'autres livres. Hein. Mais tout ça je l'ai montré dans Psychanalyse du judaïsme, 3e partie, Fanatisme juif, 3e partie, et Miroir du judaïsme, que je vais rééditer, 3e partie. J'en ai beaucoup parlé. Pour revenir au cinéma, je vois, tiens, 2015, Birdman d'Alexandro Inarritu a été primé. Dans Birdman, je vous conseille de le regarder, ce film, il n'y a pas de message politique. Donc c'est à noter. Still Alice non plus. Still Alice, c'était sur la maladie d'Alzheimer. Ensuite, en 2014, on a 12 Years a Slave. On a Dallas Buyers Club. 12 Years a Slave, évidemment, c'est une dénonciation de l'homme blanc et de l'esclavage. Et on a Dallas Buyers Club, c'est encore une fois de plus sur l'homosexualité, avec un acteur que McConaughey, beaucoup de gens aiment bien. Argo 2013, Argo c'est un film anti-iranien. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas continuer là-dessus. Vous voyez bien que le cinéma est une arme au service de l'idéologie cosmopolite, essentiellement. Là, j'ai vu aussi donc Shameless, une série complètement déjantée. C'est pas la peine d'insister là-dessus. Je reviens à Christophe Guilluy. Lisez Christophe Guilluy. No Society, la fin de la classe moyenne occidentale. Ça, c'est vraiment le livre que vous pouvez offrir sans passer pour un gros con de facho. Ça, c'est super. J'ai lu aussi... Alors, enfin, j'ai pas terminé de lire. Ça, c'est remarquable. Hein. Dario Fernandes Moreira, c'est un auteur portugais qui écrit un livre, c'est un véritable livre d'histoire, c'est-à-dire avec des références, des notes de bas de page, en l'occurrence ils sont en fin de livre. C'est un véritable historien, un véritable travail de recherche, chrétiens, juifs et musulmans dans Al-Andalus, dans l'Espagne conquise par les musulmans. Ça détruit complètement le mythe de la convivencia, de la tolérance musulmane. La vérité, c'est que des musulmans qui seraient au pouvoir, eh bien, agiraient de la manière dont ils ont agi en Espagne, et que les gens qui font l'apologie de cette Espagne sous domination musulmane pour justement la comparer avec soi-disant cette Espagne intolérante et horrible qu'était l'Espagne catholique de l'Inquisition, se gourre totalement. Ils se placent sous une domination étrangère, alors que l'Espagne, cette Espagne-là, était une Espagne ségrégationniste, on va dire. Donc ce sont les gens de gauche qui font l'apologie de la ségrégation, si je puis dire, par détestation de l'Église catholique. Alors, qui leur a mis dans l'idée que les sociétés catholiques du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle étaient des sociétés atroces, horribles. Alors, je ne vous parle pas de l'histoire médiévale, pour eux c'est ce qu'il y a de pire. Mais écoutez ça. Ce fut une idée brillante de la rhétorique musulmane médiévale de choisir le mot dhimmi, signifiant bénéficiaire du contrat de protection. Dhimma, c'est-à-dire un individu protégé ou un bénéficiaire pour désigner la victime sans défense d'un système d'extorsion fondé sur la religion. Oui, dhimmi, c'était le mot qui correspondait à celui qui n'était pas musulman, mais qui était astreint à la loi des musulmans. Outre la dhimma, les conquérants utilisèrent d'autres stratégies tirées de la loi islamique afin d'assurer le maintien de l'hégémonie musulmane. Voici quelques injonctions extraites. Un musulman qui violait une femme chrétienne libre devait être fouetté. Un chrétien qui violait une femme musulmane devait être tué. Il y a une discrimination où je rêve là. C'est ça le système dont vous faites l'apologie, vous les gauchistes, là, France insoumise et autres antifascistes. Là, c'est l'apologie de la discrimination, hein. On est d'accord ? Toute personne qui calomniait un musulman devait être fouettée, mais toute personne qui calomniait un chrétien, ou un esclave, un petit garçon, une personne qui était possédée par le diable, une personne dont le pénis avait été coupé, ou qui avait été castré, n'était pas fouettée. Un musulman avait le droit de payer l'argent du sang, une compensation pour une blessure, ou peut-être même un meurtre. Mais un chrétien n'avait le droit qu'à la moitié de la somme habituelle. Alors qu'un chrétien avait le droit de se convertir à l'islam, il était interdit pour les musulmans, sous peine de mort, de se convertir à une autre religion. Patati patata. Il y a énormément de choses dans ce livre. Hein. Le témoignage des chrétiens et des chrétiennes n'était pas recevable dans toutes les affaires religieuses qui impliquaient uniquement des musulmans. Un musulman pouvait avoir un esclave chrétien, mais un chrétien ne pouvait pas avoir un esclave musulman. Un musulman pouvait avoir une relation sexuelle avec une esclave sexuelle chrétienne, mais un chrétien ne pouvait pas faire l'amour avec une esclave sexuelle musulmane.
Un musulman pouvait utiliser pour ses ablutions l'eau au préalable utilisée par un homme musulman dans un état d'impureté, ou par une musulmane ayant ses règles, mais aucune eau qui aurait été utilisée par un chrétien parce que ce dernier aurait souillé l'eau. C'est ça l'apologique, c'est ça la société idéale dont vous nous faites dont vous nous vantez les mérites. C'est une société discriminatrice, si je puis dire. Beaucoup d'autres exemples pouvaient être avancés. Un musulman ne devait pas commencer à saluer lorsqu'il rencontrait un chrétien. Un juge musulman ne devait pas embaucher un chrétien comme secrétaire, etc., etc. Il y en a 3-4 pages en l'occurrence comme cela. C'est un livre qui est... rarement je mets autant de coups de crayon dans un livre. Alors, j'ai commencé par la deuxième partie, c'est ma manière de lire des livres. Donc c'est comme ça, je vais reprendre le livre. Je n'ai pas tout lu, mais ça c'est un livre extrêmement sérieux, qui se lit très bien, c'est bien référencé. Dario Fernandez Morera, chrétien, juif et musulman dans Al-Andalus, mythe et réalité, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, je vous le conseille vraiment chaudement, hein. Sur l'Espagne des trois religions, c'est le meilleur livre que je connaisse, je l'ai découvert récemment. C'est un livre qui date de 2016. Alors allez-y, les yeux fermés. Il y a un petit paragraphe, enfin un bon paragraphe même sur la vérité sur l'âge d'or de la communauté juive, et il est aussi honnête que ce qu'il dit sur l'islam et sur le reste. Hein. Voilà, je veux pas, sur les juifs j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais visiblement, les musulmans aussi avaient à se plaindre de cette petite communauté. Voilà. À lire, No Society, c'est très récent, c'est 2018. Hein. 2018, ouais. À lire. Alors, j'ai du Mike Horn. Alors, j'ai vu Mike Horn cette semaine. Je me suis fait prendre en photo avec lui. J'ai publié la photo sur Twitter. Moi, j'aime beaucoup Mike Horn. J'aime bien les grands explorateurs comme ça. Le fait est, c'est que ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. Et puis, la plupart des gens sont bien incapables. Alors, écoutez ça. Mike Horn, c'est un Sud-Africain. Il est né en Afrique du Sud. Et ça, c'est un témoignage extraordinaire parce qu'il est jeune, il a 20 ans, là, il commence à travailler dans le commerce des fruits et légumes, commerce de gros. Alors, son truc, c'était le chou. Il avait raflé 80% du marché du chou en Afrique du Sud, il vivait très bien. Je ne savais pas que j'avais la bosse du commerce, il a 20 ans là. Hein. Je suis un bon trader de légumes, mon avenir s'ouvre aussi large et prometteur qu'une autoroute. En un an, je suis devenu un jeune loup de la bourgeoisie sud-africaine. Un de ces rouages qui font la prospérité du pays. L'argent rentre, j'ai une belle voiture, une moto, une maison, je vais dans les bons restaurants, je m'habille avec soin, je fais partie de la classe dynamique. Les amis m'entourent, le week-end nous organisons des barbecues sympathiques, etc. etc. Sauf que je m'ennuie. Ah bah Mike Horn, c'est pas ça. Hein. Quand vous voyez ce qu'il a fait par la suite, traversée du pôle Nord, le tour du cercle polaire, la traversée de l'Amazonie, toujours tout seul. Hein. Sauf que je m'ennuie, cette vie pour moi est trop prévisible. Négocier des pastèques à graines rouges, acheter des oranges maltaises blondes, discuter le prix de la tomate sans anac, calibre 3 fort bien, mais il y a 4 ans, j'avais des ennemis dans le viseur, parce qu'il était militaire pour l'armée sud-africaine. Passer du terrain de combat à celui des docks de fruits et de légumes est un peu fade, j'ai l'impression de m'endormir, je ne veux pas finir dans un fauteuil de club pour anciens traders avec un cigare à la bouche. Bref, il donne, qu'est-ce que je dis ? Il vend. Il donne tout ce qu'il a. Je pars pour trouver une nouvelle vie. Les biens matériels ne me suffisent pas, d'ailleurs je m'en débarrasse. Qui veut ma chaîne stéréo ? Tony, tiens, prends-la. Qui veut mes chemises à la mode ? Peter, sers-toi. Et ainsi de suite. Les amis se demandent si je ne suis pas frappé par le syndrome de Saint François d'Assise, fils d'une riche famille marchande qui s'est dépouillée et parti sur les routes nues avant d'épouser dame pauvreté. Personne ne croit que mon coup de tête va durer. En fait, j'ai besoin d'un défi. Qu'est-ce que la vie sans défi ? Mes objets sont plus de lit, de télé, de moto, de kayak, de vélo. Dieu merci, je n'ai pas de girlfriend. De toute façon, je n'ai pas de temps pour avoir une relation. Dans ma tête, je suis déjà parti, les amis rigolent. On te les garde au chaud, on te les rendra au retour. Ils ne le savent pas, c'est normal, l'essentiel, il n'y aura pas de retour. En fait, je me libère, je coupe les liens qui m'entravent, je n'ai plus rien, je suis léger comme l'air. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va en Suisse. À l'époque, il n'y avait que 3 pays qui acceptaient les Sud-Africains sans visa. Israël, la Suisse et l'Angleterre. Le premier vol, il prend le premier vol, il arrive en Suisse, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de cette semaine. Il a l'équivalent de $40 dans sa poche hein, quand il arrive en Suisse. Rapidement, c'est dépensé, il n'a plus rien. Et il se débrouille. Et c'est comme ça qu'il va devenir l'un des plus grands explorateurs aventuriers de notre époque, de ce début de cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Mike Horn, vouloir toucher les étoiles, n'hésitez pas à acheter ses livres, il faut le soutenir parce qu'il a une autre expédition à effectuer au pôle Nord. Libre, ça c'est un livre que vous pouvez acheter parce que tout ce qui va à l'encontre de cette société de consommation, c'est toujours bon à prendre, on est d'accord. Hein. Donc, contrairement à ce que disent ces abrutis de gauchistes, nous les patriotes,
on ne vit pas dans l'obsession du confort et de la modernité. On n'est pas dans cette société de consommation. Alors, je ne vais pas dire du bien de Mike Horn sans dire du bien d'Alexandre Poussin, Sonia Alexandre Poussin. Alors ça, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, il y a quelques 2-3 ans maintenant. Africa Trek, vous pouvez y aller. Hein. C'est vrai que j'ai fait un petit résumé sur mon blog WordPress, là, mais vraiment, vous pouvez y aller. Il dit les choses assez clairement aussi, on n'est pas dans le politiquement correct, là. Là, je sais pas, je crois qu'il est, il est en Afrique du Sud, là. Ils ont remonté tous les deux, ils ont traversé l'Afrique du Sud au nord, je sais pas combien de kilomètres ça fait, hein, 10 000 peut-être, à pied. Ils ont commencé par l'Afrique du Sud, ils sont dans le Transkei, c'est une terre agricole très riche qui était très prospère avant d'avoir été attribuée aux Xhosas, une tribu africaine. Et pourtant, rien n'en sort aujourd'hui. Il y a 2 ans, notre syndicat de fermiers y est retourné bénévolement afin de proposer des conseils et des techniques aux fermiers locaux. Je pense que c'est un fermier qui parle là. Nous avons été reçus comme des sauveurs. Mais la récolte était si importante qu'on n'a pas tout récolté. Là, c'est un noir qui parle. On n'a pas tout écoulé. Et il nous en reste pour cette année. Pas besoin de planter. Ok. Il y a énormément de choses dans Africa Trek, je vous le conseille aussi. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire? C'est bien possible.